Et si je vous disais que certains des aliments que vous consommez chaque jour, avec amour, avec confiance, sont en réalité en train de détruire silencieusement votre cœur, vos cellules, et même votre avenir, ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Je suis médecin. Aujourd'hui, retraité, je ne porte plus de blouse blanche et je ne tiens plus de stéthoscope dans mes mains. Mais après plus de 40 années passées au chevet des patients, à écouter leur cœur battre, à observer leurs douleurs silencieuses, à tenter de comprendre ce qui ronge les corps bien avant que les symptômes n'apparaissent, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas rester assis à regarder les gens tomber malades à cause d'un ennemi qu'ils n'ont même pas vu venir. Je ne suis plus dans un hôpital, mais j'ai décidé de parler, parce que certaines vérités, aussi inconfortables soient-elles, méritent d'être dites, et parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la maladie qui me fait peur, mais l'ignorance tranquille avec laquelle nous nous empoisonnons chaque jour sans le savoir. Oui, je pèse mes mots, car au fil des années, j'ai vu une chose terrifiante se produire. Les gens ne tombent plus malades à cause d'accidents ou de fatalités. Ils tombent malades à cause de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils mettent dans leur caddie, en pensant faire le bon choix. Et ce qu'il y a de plus cruel, c'est qu'ils le font avec confiance, parfois même avec amour, pour nourrir leurs enfants, leurs parents âgés, ou simplement pour se faire du bien. Mais ce qu'ils mettent dans leur assiette, c'est souvent un poison invisible, un poison lent, un poison légal. Et ce poison se cache dans les rayons les plus fréquentés de vos supermarchés. Il est derrière des mots jolis, des couleurs vives, des slogans prometteurs. Il est dans les produits que l'on croit sains, naturels, équilibrés. Il est dans ce thé que vous buvez pour vous détendre, dans ce fromage râpé que vous ajoutez sur les pâtes de vos enfants, dans cette boîte de thon que vous ouvrez en vitesse en pensant préparer un repas léger et riche en protéines. Ce poison est légal, oui, mais il détruit, lentement, silencieusement. Il détruit vos cellules, vos organes, votre microbiote, vos défenses naturelles. Et parfois, il détruit aussi ce que vous avez de plus précieux, votre avenir ou celui de ceux que vous aimez. Je me souviens encore d'un patient. Il s'appelait Jean-Michel, 52 ans, une vie active, père de 2 enfants, pas de surpoids, pas de tabac, pas d'alcool. Il venait me voir pour une fatigue chronique et quelques troubles digestifs. Rien de grave en apparence. 3 mois plus tard, il avait un diagnostic de cancer colorectal avancé. Bien sûr, il y a 1000 facteurs, mais quand je regardais son mode de vie, son alimentation, ses habitudes, j'ai compris. Il se nourrissait d'aliments modernes, ultra transformés, riches en additifs, en conservateurs, en graisses modifiées. Et comme tant d'autres, il croyait bien faire. Et il n'est pas seul. Des milliers, des millions de Français vivent comme lui et tombent un à un dans un piège qui ne dit pas son nom. Ce piège, c'est l'illusion du choix sain. Et c'est pour cela que je vous parle aujourd'hui, pour vous ouvrir les yeux, pour vous dire ce que personne ne dit à la télévision, pour vous montrer ce que certains intérêts aimeraient garder dans l'ombre. Car derrière les promesses des étiquettes, il y a des réalités que vous devez connaître. Des sachets de thé qui libèrent du plastique dans votre corps. Des fromages fabriqués sans lait, sans calcium, mais avec de l'huile de palme. Des boîtes de thon chargées en mercure et en perturbateurs endocriniens. Et ce ne sont que les 3 premiers. Je vais vous en présenter 7. 7 aliments qui peuvent, à long terme, rendre malade même le plus discipliné des mangeurs. Alors avant de continuer, je vous demande une chose. Si ce que je vous dis vous parle, si vous pensez que cette vérité doit être connue, si vous tenez à votre santé, à celle de vos enfants ou de vos proches, abonnez-vous à cette chaîne. Cela me permettra de continuer à partager ces connaissances, ces années d'expérience accumulées au chevet de la souffrance humaine. Et peut-être, ensemble, sauverons-nous des vies. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple, une question qui mérite réflexion. Selon vous, quel est le plus grand danger dans notre alimentation moderne? A. Les graisses saturées et le sucre. B. Les substances invisibles et non déclarées que l'on consomme sans le savoir. Commentez votre réponse en bas de cette vidéo. A ou B. Je lirai chaque réponse, parce que derrière chacune d'elles, il y a une prise de conscience, et peut-être un pas de plus vers une vie plus saine. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez découvrir, mais vous devez l'entendre.
Lorsque j'étais encore en exercice, je pensais que les grands dangers pour la santé venaient de l'extérieur. La pollution, le stress, les virus. Mais plus les années passaient, plus je voyais les mêmes maladies revenir, les mêmes profils de patients, les mêmes déséquilibres insidieux. Jusqu'au jour où j'ai compris que le poison ne venait plus de l'extérieur. Il était dans nos cuisines, oui, dans ce que nous consommons chaque jour, dans ces gestes qui paraissent si innocents, si normaux, mais qui nous détruisent à petit feu. C'est pour cela que je veux, aujourd'hui, vous parler de 3 aliments que nous croyons sains, pratiques, inoffensifs, mais qui, en réalité, sont les parfaits exemples de cette toxicité moderne masquée par les habitudes. Le premier de ces pièges, c'est le thé en sachet. Vous allez peut-être être surpris. Parce que qui oserait douter du thé, cette boisson millénaire, symbole de calme, de santé, de tradition. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai appris, tardivement moi aussi, en tant que médecin. Les sachets de thé que vous plongez dans votre eau bouillante sont aujourd'hui très souvent faits de fibres plastiques, notamment de polypropylène. C'est discret, c'est invisible à l'œil nu, et c'est précisément ce qui les rend si dangereux. Car une fois exposés à l'eau chaude, ces sachets libèrent des milliards de microparticules de plastique. Une étude canadienne a révélé qu'un seul sachet de thé immergé dans une eau à 95 degrés pouvait libérer plus de 11 milliards de microplastiques et 3 milliards de nanoparticules. Et ces particules ne quittent pas votre corps comme l'eau quitte votre tasse. Elles restent, elles s'accumulent. Elles pénètrent vos tissus, irritant vos intestins, modifient votre microbiote, fragilisent vos organes et dans certains cas peuvent même déclencher des processus cancéreux. Ce ne sont pas des mots en l'air, c'est une réalité biologique, une réalité validée par des dizaines d'études. Et pourtant, presque personne ne le sait. Je me rappelle de cette patiente, Claire, une femme dans la soixantaine, dynamique, végétarienne, adepte de yoga, qui faisait attention à tout sauf à ses sachets de thé. Elle en buvait 3 à 5 tasses par jour. Et pourtant, malgré un mode de vie exemplaire, elle souffrait de maux digestifs chroniques, d'inflammations récurrentes et d'une grande fatigue inexpliquée. Nous avons tout vérifié. Et ce n'est que lorsqu'elle a cessé d'utiliser ces fameux sachets que ses symptômes ont commencé à disparaître. C'est une leçon d'humilité. Même un simple sachet peut faire du mal. La solution existe pourtant. Revenir au thé en vrac, utiliser une passoire en inox ou des sachets lavables en tissu naturel. Rien de compliqué. Mais cela demande de sortir du confort de l'automatisme et d'ouvrir les yeux sur ce que l'industrie ne vous dit pas. Le deuxième aliment que je veux dénoncer, c'est ce que vous appelez peut-être mozzarella râpé, mélange 3 fromages ou fromage spécial gratin. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans beaucoup de ces produits, il n'y a presque plus de fromage. On y trouve à la place une préparation industrielle appelée fromage analogue. Un mélange de graisse végétale, souvent de l'huile de palme, d'eau, d'amidon modifié, d'arômes artificiels et d'émulsifiants. Le tout chauffé, moulé, coloré, pour donner l'illusion parfaite du fromage. J'ai vu trop de patients qui, sans le savoir, saupoudraient leur plat de ce simulacre, pensant donner à leur famille un bon goût fondant, alors qu'ils ne faisaient qu'ajouter à leur alimentation du gras transformé, du sel et des substances chimiques. Ce faux fromage, en plus d'être vide de calcium, est souvent très riche en sodium, pauvre en protéines et potentiellement allergène. Il n'apporte rien de bon. Et pourtant, il est partout. Pourquoi ? Parce qu'il est moins cher, parce qu'ils font mieux dans les fours industriels, parce qu'ils se conservent plus longtemps. Mais à quel prix pour votre santé ? Un prix invisible jusqu'au jour où il devient médical. La prochaine fois que vous achetez du fromage râpé, lisez attentivement l'étiquette. Si vous voyez écrit « préparation à base de fromage »,« fromage fondu » ou « spéciale garniture », posez-le. Cherchez du vrai fromage, celui qui contient simplement lait, ferment, présure, sel. Oui, il sera peut-être un peu plus cher. Mais votre santé, elle, n'a pas de prix. Enfin, je veux vous parler d'un produit que l'on associe souvent à la simplicité et à la nutrition, la boîte de thon. Je l'ai moi-même recommandé à mes patients pendant des années, jusqu'à ce que je découvre l'envers du décor. Le thon, en particulier le thon en conserve, est l'un des poissons les plus contaminés au monde en mercure.
Et ce n'est pas un petit détail. Le mercure est un neurotoxique puissant, capable de traverser la barrière hémato-encéphalique, d'altérer le fonctionnement du cerveau, de provoquer des troubles cardiaques, rénaux, et même de perturber le développement des fœtus. Je me souviens d'un jeune père, Antoine, qui mangeait du thon 3 fois par semaine, pensant faire attention à sa ligne et à ses protéines. Il souffrait de maux de tête constants, de troubles de la mémoire et de fourmillements dans les extrémités. C'est un toxicologue qui a finalement mis un mot sur son état, intoxication chronique au mercure. Mais ce n'est pas tout, les boîtes elles-mêmes posent problème. Le revêtement intérieur contient souvent du bisphénol A, un perturbateur endocrinien connu. Certaines boîtes, si elles sont endommagées ou gonflées, peuvent héberger des bactéries redoutables, comme le Clostridium botulinum, responsable du botulisme, une intoxication rare mais potentiellement mortelle. Et l'aluminium utilisé dans certaines boîtes, il peut migrer dans l'aliment, surtout si la boîte est chauffée ou contient des ingrédients acides. Des chercheurs ont même établi un lien entre l'accumulation d'aluminium dans l'organisme et les maladies neurodégénératives, dont Alzheimer. Alors non, ce n'est pas un simple problème de conserve. C'est un véritable enjeu de santé publique. Si vous devez consommer du thon, privilégiez les produits frais, d'origine traçable, issus de la pêche durable. Et surtout, ne mangez jamais une boîte cabossée, gonflée ou douteuse. La prudence n'est jamais de trop quand il s'agit de votre cerveau. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des constats cliniques. Et si je parle, ce n'est pas pour inquiéter, mais pour éveiller, parce que ces dangers sont réels. Et qu'en tant que médecin, même à la retraite, je reste au service de la vie. Ce que vous croyez sain ne l'est peut-être pas. Et ce que vous ignorez aujourd'hui pourrait vous coûter très cher demain. Même si je suis aujourd'hui à la retraite, j'ai toujours en moi ce réflexe profond, cette vigilance constante, chercher ce qui blesse silencieusement le corps, ce qui dérègle la machine humaine sans bruit. Car ce ne sont pas toujours les excès visibles, les abus spectaculaires qui causent le plus de dégâts. Non. Ce sont souvent les petits gestes répétés, les choix que l'on pense anodins, qui deviennent toxiques à long terme. Et parmi eux, il y a 2 erreurs alimentaires que je vois revenir sans cesse. Le mauvais choix des huiles et l'illusion du jus de fruits sains. Pendant de nombreuses années, j'ai moi-même recommandé l'huile de colza à mes patients. Elle semblait parfaite. Riche en oméga 3, peu coûteuse, facile à trouver, et souvent vantée comme un bon substitut à l'huile de tournesol ou de soja. Mais ce que j'ai compris, plus tard, en lisant la littérature scientifique et en observant les effets concrets sur mes patients, c'est que cette huile n'était pas aussi inoffensive qu'on le croyait. Ce qu'on oublie souvent, c'est que toutes les huiles végétales ne réagissent pas de la même manière à la cuisson. Il existe ce qu'on appelle le point de fumée, cette température à partir de laquelle une huile commence à se décomposer, à fumer et à produire des substances toxiques. Et si l'huile de colza raffinée a effectivement un point de fumée élevé, sa stabilité oxydative, elle, est faible. Cela signifie que dès qu'on la chauffe, même modérément, elle commence à produire des aldéhydes, des composés chimiques extrêmement réactifs qui ont été associés à des cancers, des maladies cardiovasculaires et des troubles neurodégénératifs. Ces aldéhydes pénètrent dans le sang, enflamment les tissus, fatiguent le foie et modifient les cellules. Ils ne laissent pas de traces visibles immédiatement, mais ils affaiblissent l'organisme, jour après jour. Et ce qui me révolte, c'est que l'on continue de recommander cette huile bonne pour la santé, sans jamais parler de ce qu'elle devient une fois portée à haute température. Mais il y a pire encore, car beaucoup de ces huiles que l'on trouve en grande surface sont fabriquées à partir de plantes génétiquement modifiées. Le colza OGM est interdit à la culture en France, certes, mais il est massivement importé, puis transformé sur le territoire sans que le consommateur ne le sache vraiment. Et même si le débat sur les OGM reste vif, une chose est certaine, ces plantes sont traitées avec des produits chimiques puissants et peuvent contenir des résidus qui, à long terme, perturbent le système hormonal, le métabolisme et même la fertilité. En tant que médecin, j'ai vu des patients avec des troubles endocriniens, des déséquilibres hormonaux, des inflammations chroniques et des difficultés inexpliquées à concevoir un enfant. Bien sûr, je ne peux pas tout attribuer à l'alimentation.
Mais comment ignorer que ce que nous mettons dans notre assiette influence nos hormones, notre système immunitaire, notre énergie vitale? Alors je le dis sans hésiter, choisissez vos huiles avec discernement. Pour les cuissons, privilégiez les huiles stables et naturelles, comme l'huile d'olive extra vierge ou l'huile d'avocat. Pour les assaisonnements, si vous souhaitez varier, optez pour des huiles bio, pressées à froid, issues de sources non OGM et limitez leur exposition à la chaleur. Mais ce n'est pas fini, car il y a une autre erreur que je vois commise tous les jours avec les meilleures intentions du monde, boire du jus de fruits industriels en pensant consommer quelque chose de naturel et bon pour la santé. Je vous l'assure, j'ai vu des dizaines de patients convaincus qu'un verre de jus d'orange le matin ou un verre de jus multifruits au goûter faisait partie d'un mode de vie sain. Et je comprends pourquoi. C'est ce que l'on nous répète depuis des décennies. 5 fruits et légumes par jour, vitamine C, antioxydants. Mais la réalité, c'est que le jus de fruits du commerce n'a plus rien à voir avec un fruit. La plupart du temps, ces jus sont filtrés, pasteurisés, concentrés puis reconstitués avec de l'eau, du sucre et parfois même des arômes ajoutés. Même lorsqu'il est écrit 100% pur jus, le produit a été tellement transformé qu'il ne reste quasiment plus de fibres. Ces fameuses fibres qui ralentissent l'absorption du sucre et protègent la digestion. Résultat, boire un verre de jus de fruits, c'est comme boire une canette de soda, au niveau glycémique. Le sucre est absorbé d'un coup, le pancréas est sollicité brutalement, l'insuline est libérée en masse, et cela se répète chaque jour. L'université de Harvard a publié une étude frappante. Une personne qui boit un verre de jus de fruits par jour augmente de 21% son risque de développer un diabète de type 2. Et je ne parle même pas des effets sur le foie, le poids ou la tension artérielle. Je me souviens d'un patient, Laurent, cadre dynamique, en forme, qui se plaignait de coups de fatigue en fin de matinée. Il avait supprimé le café, faisait attention à ne pas grignoter et buvait chaque jour un grand verre de jus de pomme au petit déjeuner. En arrêtant ce rituel santé, en remplaçant ce jus par un fruit entier et quelques noix, ses pics de glycémie ont disparu, ainsi que ses coups de fatigue. Ce n'est pas un hasard. Le corps humain n'est pas conçu pour ingérer du sucre liquide. Il est conçu pour mastiquer, digérer lentement, absorber progressivement. Et les fruits, dans leur forme naturelle, apportent bien plus que des vitamines. Ils apportent de la mastication, de la satiété, des fibres protectrices. Alors, je vous le demande, la prochaine fois que vous ouvrez un brick de jus, posez-vous la question suivante. Est-ce vraiment un fruit ou juste un simulacre sucré, industriel et trompeur ? Mon conseil de médecin est simple. Mangez vos fruits, ne les buvez pas. Et si vous souhaitez un jus, préparez-le vous-même, à base de fruits entiers, et buvez-le immédiatement pour conserver ses bienfaits. La santé, ce n'est pas dans les étiquettes, ce n'est pas dans les slogans, c'est dans la vérité des produits, dans la connaissance de leurs effets réels et dans le courage de remettre en question ce que l'on pensait acquis. Je vous parle ici avec le recul de l'âge, avec les années passées à observer les conséquences des choix alimentaires sur le long terme. Et je vous le dis avec sincérité, ce que vous croyez bon pour vous ne l'est peut-être pas. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour changer, pour mieux choisir. Et tant que j'aurai la parole, je continuerai à vous dire ces vérités, même si elles dérangent. Parce qu'en tant que médecin, ma mission ne s'arrête pas à la retraite. Elle continue, ici, avec vous. Si les années m'ont appris une chose, c'est que les apparences sont souvent trompeuses, surtout en matière d'alimentation. Il y a des poisons visibles, ceux que l'on peut sentir, détecter, fuir. Et puis il y a ceux qui se dissimulent derrière les gestes les plus ordinaires, ceux que l'on répète chaque matin avec l'innocence de l'habitude. Les céréales industrielles, par exemple. Elles ont l'apparence de la douceur, de la jeunesse, de la vitalité. Mais je peux vous dire que sous ces couleurs vives, sous ces mascottes joyeuses imprimées sur les boîtes, se cache une réalité bien moins séduisante. J'ai vu défiler dans mon cabinet des générations d'enfants fatigués, irritables, en surpoids. Et toujours ces mêmes petits déjeuners en toile de fond. Des bols de céréales sucrées, croquantes, consommées à la hâte avant l'école. Les parents, eux, pensaient bien faire. Ils lisaient riche en fer, avec des vitamines ajoutées, pauvres en matières grasses.
Ce qu'il ne voyait pas, c'est que ces céréales, même celles dites équilibrées ou fitness, sont souvent de véritables bombes de sucre. Une portion standard, selon les fabricants, c'est 30 grammes. Mais qui, honnêtement, se contente d'un fond de bol? Dans les faits, un enfant en consomme facilement 60, parfois 90 grammes. Et avec cela, il absorbe entre 15 et 25 grammes de sucre, soit la moitié, voire la totalité de l'apport journalier recommandé dès le début de la journée. Le reste suit, fringales à 10 heures, manque de concentration, irritabilité et une fatigue étrange, alors même qu'il vient de se lever. Le sucre agit comme une fausse promesse. Il donne un coup de fouet immédiat, puis s'effondre. Le pancréas travaille en urgence, libérant de l'insuline en masse. Et ce cycle, répété tous les matins pendant des années, épuise le système métabolique, fatigue le foie, dérègle la gestion du glucose, et finit, parfois, par ouvrir la voie au diabète de type 2, même chez des jeunes. Mais ce n'est pas tout. Ces céréales sont extrêmement pauvres en nutriments essentiels. Elles contiennent peu ou pas de fibres, très peu de protéines, et presque aucun lipide de qualité. Résultat, le corps est gavé de sucre, mais reste en manque. Il réclame encore. Ce déséquilibre, je l'ai vu des centaines de fois chez les adolescents. Un appétit insatiable, une addiction silencieuse au sucre, un rapport au corps et à la nourriture qui se dégrade avec le temps. Et ce n'est pas un hasard si tant de troubles digestifs, de maladies inflammatoires et même de dépressions légères apparaissent chez les jeunes générations. Le microbiote intestinal, ce précieux écosystème qui protège notre santé mentale et immunitaire, est altéré dès l'enfance, souvent à cause de ces produits trop sucrés, trop transformés, trop appauvris. Je me rappelle d'un garçon, Hugo, 13 ans, en surpoids, asthmatique, souvent absent à l'école à cause de sa fatigue. Sa mère était inquiète et elle faisait attention à tout, sauf au petit déjeuner. Chaque matin, c'était des céréales chocolatées dans du lait demi-écrémé, parfois accompagné d'un jus d'orange. Ce qu'elle croyait être un repas équilibré était en réalité un cocktail de sucre rapide, sans protéines, sans fibres. En remplaçant cela par du pain complet, un œuf et quelques fruits frais, Hugo a retrouvé de l'énergie, son asthme s'est atténué et surtout, il a retrouvé confiance en lui. Je ne suis pas là pour juger, mais pour alerter, pour dire que l'on peut faire autrement. Lire les étiquettes, choisir des flocons d'avoine simples, sans sucre ajouté. Ajouter des noix, des graines, un peu de miel ou de banane, si besoin. Le corps ne demande pas des produits industriels. Il réclame du vrai, du simple, du vivant. Mais si les céréales sont des pièges pour les enfants, il existe un piège bien plus pernicieux pour les adultes, pour les gourmands, pour ceux qui cherchent dans le réconfort dans la fraîcheur d'un dessert, la crème glacée industrielle. Je vous le dis franchement, la glace du commerce est l'un des pires produits ultra transformés qu'on puisse ingérer. C'est un leurre parfait. Elle est douce, elle évoque l'été, les souvenirs d'enfance, l'innocence. Mais dans ses coulisses, c'est un concentré de ce que l'industrie alimentaire produit de plus dangereux. J'ai lu les étiquettes avec attention. Et à chaque fois, je découvre une litanie d'additifs, colorants artificiels, édulcorants de synthèse, gélifiants, émulsifiants, agents de texture. Et sous ces noms savants se cachent des substances qui modifient notre flore intestinale, augmentent l'inflammation chronique, perturbent le fonctionnement du foie et parfois même favorisent le développement de cellules cancéreuses. Les émulsifiants, notamment, sont utilisés pour stabiliser le mélange entre les graisses et l'eau. Mais ils modifient la muqueuse intestinale, fragilisent la barrière protectrice du tube digestif et provoquent une forme de fuite invisible qui permet à des substances étrangères de pénétrer dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle la perméabilité intestinale, un phénomène désormais reconnu dans le développement de maladies auto-immunes, d'allergies et de troubles de l'humeur. Je me souviens d'une femme, Françoise, 48 ans, en bonne santé apparente, mais qui souffrait de douleurs articulaires inexpliquées, d'irritations cutanées et de ballonnements chroniques. Elle consommait chaque soir une portion de crème glacée, faible en calories, comme elle disait. Il a fallu 3 mois sans glace pour que ces symptômes disparaissent. 3 mois pour désenflammer ce que des années avaient silencieusement blessé. C'est ainsi que je vois les choses. Ce que nous croyons inoffensif peut, dans la durée, nous affaiblir jusqu'au cœur.
Et ce qui semble doux au palais peut devenir une agression pour nos organes. Je ne vous dis pas de ne plus jamais manger de glace, mais de la faire maison, avec des fruits congelés, un peu de lait végétal, une touche de miel ou de vanille naturelle. Cela change tout, cela transforme un plaisir coupable en un geste conscient. Et c'est ce que je vous souhaite. Non pas de vivre dans la peur, mais dans la lucidité joyeuse, celle qui vous permet de choisir, non pas par automatisme, mais par amour de votre corps, de votre avenir. Les petits déjeuners, les desserts, ce sont des rituels quotidiens. S'ils sont bien choisis, ils deviennent des fondations de santé. Mal choisis, ils deviennent des fissures invisibles dans les murs de votre organisme. Je suis médecin, et ce que je vous dis, je ne le dis pas pour créer l'angoisse. Je le dis pour que vous puissiez agir en conscience, avec intelligence et surtout avec espoir, parce qu'il n'est jamais trop tard pour corriger. Il suffit de commencer, une cuillère à la fois. Après une vie entière à observer, diagnostiquer, soigner, j'ai fini par comprendre que la médecine la plus puissante n'était pas celle que l'on administre dans un hôpital, mais celle que l'on pratique chaque jour, chez soi, dans le silence de ses choix. Ce que vous mettez dans votre assiette est souvent bien plus déterminant que la prescription que l'on vous remet. Et ce que vous décidez d'éviter peut sauver votre vie bien plus sûrement que ce que vous consentez à avaler. Je vous ai parlé de certains aliments trompeurs, de ces poisons masqués sous l'apparence de l'innocence. Aujourd'hui, je voudrais conclure ce chemin de vérité avec vous, en vous livrant ce que j'ai appris de plus précieux avec les années. La santé, ce n'est pas une somme de recettes miracles, c'est une philosophie quotidienne, une discipline douce mais constante, un rapport lucide avec son propre corps. Je me souviens de mes débuts à l'hôpital, au début des années 80. À l'époque, les infarctus étaient brutaux, visibles. Les patients arrivaient avec des douleurs franches, des signes nets. Et nous savions, en les regardant, ce qu'ils avaient vécu. Des décennies de tabac, d'alcool, de sédentarité. Mais aujourd'hui, les choses sont plus floues. Les infarctus sont plus jeunes. Les cancers sont plus silencieux. Les fatigues sont plus profondes. Les diagnostics plus confus. Parce que la maladie moderne se cache. Elle s'infiltre, elle s'installe lentement dans les habitudes. Et cette maladie, souvent, commence dans le caddie du supermarché. Je vous l'ai dit, je ne veux pas vous faire peur. Je veux vous armer, vous rendre capable de résister aux pièges, de choisir, de comprendre et surtout de ne plus subir, car ce qu'on vous vend aujourd'hui, ce n'est pas seulement un produit, c'est une promesse, une illusion, une anesthésie. On vous vend du confort, de la rapidité, du plaisir sans culpabilité. Mais en réalité, on vous vend de l'oubli, du détachement, une rupture progressive avec votre propre corps. Je l'ai vu chez tant de patients. Ils ne savent plus ce qu'ils mangent, ni pourquoi. Ils mangent parce qu'il faut manger. Ils avalent aussi parce que c'est pratique, parce que c'est là. Et au fil du temps, ils perdent cette relation vivante avec leur propre organisme. Ils ne sentent plus les signaux. Ils ne perçoivent plus les appels. Ils mangent sans faim, sans joie, sans conscience. Et c'est là que la maladie s'installe. Pas toujours physiquement, parfois d'abord moralement, psychiquement, puis lentement, le corps suit. Alors, je vous en prie, revenez à votre corps, écoutez-le, respectez-le, nourrissez-le comme on entretient un jardin fragile, précieux. Cela commence par des gestes simples, ne pas céder aux produits transformés, choisir des aliments bruts, peu manipulés, prendre le temps de lire une étiquette, comprendre d'où vient ce que vous consommez, redonner de la valeur au fait de cuisiner, pas pour faire des plats sophistiqués, mais pour retrouver la maîtrise. Et puis, peut-être, poser de nouvelles règles silencieuses dans sa maison. Ne plus acheter de produits dont la liste d'ingrédients dépasse 5 lignes. Bannir les arômes artificiels, les colorants, les conservateurs aux noms imprononçables. Offrir à ses enfants des aliments que nos grands-parents auraient reconnus comme de la nourriture. Remettre des fruits entiers sur la table. Remplacer les jus par des infusions. Préférer une poignée de noix à une barre sucrée. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des retrouvailles. Vous savez, certains me disent « Mais docteur, on ne peut pas tout contrôler, il faut bien vivre aussi ». Je leur réponds « Justement, c'est parce que la vie est précieuse qu'il faut la protéger. Ce n'est pas en vivant à toute vitesse, en consommant sans réfléchir, que l'on savoure la vie. C'est en prenant soin de soi,
en respectant ce que l'on est, en offrant à son corps ce dont il a réellement besoin. Je ne suis plus en activité, mais je continue de recevoir des messages, des appels, des confidences. Des patients anciens qui me disent « Je n'ai jamais oublié votre conseil, celui que vous m'aviez glissé sans insister. » Et cela me touche profondément, parce que je sais qu'un seul mot, un seul déclic peut changer un destin. Alors si ce que je vous ai partagé jusqu'ici peut semer en vous une graine, une petite envie de faire autrement, alors mon rôle de médecin continue. Il prend une autre forme, mais il reste le même dans le fond. Protéger la vie. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à transmettre ce message. Parlez-en autour de vous. Pas pour imposer, mais pour éclairer. Chaque conscience éveillée est une force. Chaque personne qui apprend à mieux manger devient une source de santé pour sa famille, ses enfants, sa communauté. La maladie ne nous tombe pas dessus par malchance. Elle se construit parfois dans l'ombre au fil des habitudes négligées. Et de la même façon, la santé se construit jour après jour, bouchée après bouchée, dans le silence de nos choix. Aujourd'hui, vous savez, ce que vous en ferez vous appartient. Mais moi, en tant que médecin, en tant qu'homme, en tant que père, je vous dis ceci. Ne laissez personne décider à votre place ce que vous devez manger. Ni une marque, ni une publicité, ni un packaging attrayant. Reprenez les rênes. Réappropriez-vous votre assiette. Et souvenez-vous toujours, la santé n'est pas un événement. C'est une manière d'être au monde. Après vous avoir partagé, avec la sincérité d'un médecin qui a vu trop de souffrances silencieuses, ces vérités sur notre alimentation moderne, je voudrais maintenant prendre un instant pour poser les choses avec calme et profondeur. Parce que cette vidéo, ces mots ne sont pas là pour faire peur. Ils sont là pour éveiller une conscience, peut-être même une transformation. Ce que nous avons vu ensemble, ce sont 7 habitudes alimentaires, souvent perçues comme banales, inoffensives, voire bonnes pour la santé, mais qui, dans la réalité biologique, fragilisent le corps, souvent sans que nous en soyons conscients. Et cela, je ne le dis pas pour culpabiliser. Nous avons tous, à un moment ou un autre, fait ces choix, par confort, par ignorance, par habitude. Moi-même, en tant que médecin, j'ai mis du temps à comprendre certains mécanismes invisibles. Ce n'est que grâce à l'écoute attentive des corps, à la répétition des symptômes sans cause évidente, que j'ai compris que beaucoup de mots modernes sont des cris du corps étouffés par une alimentation déguisée en modernité. La vraie modernité, ce n'est pas de consommer vite, ce n'est pas d'avoir tout prêt, tout sucré, tout aromatisé. La vraie modernité, c'est la capacité à choisir librement, avec discernement et respect de son propre corps. Car la nourriture n'est pas seulement ce qui nous remplit, elle est ce qui nous construit, nous répare, nous relie à la vie. Elle est une forme d'amour silencieux que l'on se donne chaque jour ou que l'on refuse en se perdant dans les automatismes. Et si vous devez retenir une chose de tout cela, que ce soit celle-ci, la santé ne s'achète pas. Elle se cultive. Elle ne dépend pas des pilules miracles ou des régimes tendances. Elle repose sur des gestes simples, répétés avec soin et conscience. Remplacez le sachet de thé par un infuseur en inox. Choisissez un vrai fromage au lieu d'un analogue. Préférez un poisson frais à une conserve douteuse. Lisez les étiquettes. Refusez l'artificiel quand le naturel est possible. Offrez à votre organisme la vérité, même dans ce qu'elle a de brut, de simple, d'austère parfois. Vous verrez qu'avec le temps, ce ne sont pas seulement vos bilans sanguins qui s'amélioreront, ce sera votre énergie, votre humeur, votre clarté mentale, votre immunité, parce que le corps sait remercier quand on arrête de l'empoisonner à petit feu. La leçon essentielle à retenir ici, c'est que nous ne sommes pas impuissants face à la maladie. Chaque jour, chaque repas, chaque geste en cuisine est une graine de santé ou de déséquilibre. Ce pouvoir, vous l'avez. Il ne dépend pas de vos moyens financiers, ni d'un miracle médical. Il dépend d'une volonté douce, constante, lucide. Alors, aujourd'hui, posez-vous la question. Que puis-je changer, simplement, sans bouleverser toute ma vie, pour commencer à prendre soin de moi depuis l'intérieur? Et pour aller plus loin ensemble, j'aimerais vous poser une question toute simple, qui peut ouvrir une belle réflexion partagée. Quel est selon vous le changement alimentaire le plus simple à mettre en place dès demain? A. Remplacer les produits transformés par des aliments frais. B.
réduire le sucre et lire les étiquettes plus attentivement. Je vous invite à partager votre réponse en commentaire, A ou B, et pourquoi. Cela permettra à d'autres personnes de lire vos idées, de s'inspirer de vos expériences, et peut-être de trouver le courage de changer, eux aussi. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande humblement de vous abonner à cette chaîne. Et si vous en avez la possibilité, même symboliquement, de faire un petit don pour soutenir ce travail. Je suis un médecin retraité, j'ai 72 ans, et je consacre désormais mon énergie à transmettre ce que j'aurais aimé que l'on me dise plus tôt. Je n'ai pas d'équipe, pas de sponsor, juste la volonté de laisser quelque chose d'utile derrière moi. Votre soutien, qu'il soit moral ou financier, me donne la force de continuer. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour faire un choix qui soigne.